La Révolution française n'a pas commencé soudainement avec une foule enflammée scandant « Liberté, égalité, fraternité » dans les rues de Paris. Ses origines sont bien plus silencieuses et se trouvent dans les registres comptables du royaume. C'est la crise financière de la monarchie qui a ouvert la voie à la guillotine. C'est une vérité inconfortable. Les grands bouleversements politiques ont toujours des racines économiques profondes. Lorsqu'un État dépense plus qu'il ne perçoit, s'endette sans limite et écrase son peuple sous des impôts injustes, tôt ou tard, le système s'effondre. La France en 1789 est l'exemple le plus frappant de cette réalité. Pour comprendre cela, il faut revenir au XVIIIe siècle français. C'était la monarchie absolue, la plus puissante d'Europe, avec un roi qui se considérait souverain par droit divin. Mais sous l'éclat de Versailles, l'État était prisonnier d'un système fiscal archaïque et profondément inéquitable. La société était divisée en trois ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-État, qui comprenait les paysans, commerçants, artisans et bourgeois. Les deux premiers groupes, représentant moins de 3% de la population, jouissaient d'exemptions fiscales importantes. Le clergé payait peu ou rien, la noblesse était exemptée des impôts directs et toute la charge fiscale pesait sur le tiers-État. La situation s'est aggravée avec les ambitions internationales de la France. La guerre de 7 ans, 1756 à 1763, puis le soutien à l'indépendance américaine dans les années 1770, ont vidé les caisses du royaume. Ce soutien aux colons américains fut coûteux. La France dépensa plus d'1,3 million de livres pour financer troupes, navires et approvisionnements. Ce fut un coup stratégique contre l'Angleterre, certes, mais un désastre financier pour Paris. À la fin du XVIIIe siècle, plus de la moitié du budget de l'État servait uniquement à payer les intérêts de la dette. C'était comme une famille enfermée dans un cycle de cartes de crédit, où tout l'argent sert à payer les intérêts sans jamais réduire le capital. L'État a tenté plusieurs fois de se réformer. Des ministres comme Turgot, Necker ou Calonne proposèrent d'élargir l'assiette fiscale, de contraindre la noblesse et le clergé à contribuer et de rationaliser les dépenses publiques. Mais toutes ces tentatives se heurtaient aux privilèges des élites, qui bloquaient tout changement grâce à leur influence sur le roi et le Parlement. La monarchie était en pratique contrôlée par ses alliés et s'accrochait à un système qui ne fonctionnait plus. À cette bombe financière s'est ajoutée une crise sociale provoquée par de mauvaises récoltes en 1788 et 1789. Le prix du pain, aliment de base de la majorité, a explosé. Pour une famille modeste, le pain pouvait représenter jusqu'à 50% des dépenses. La faim devint quotidienne dans les villes comme à la campagne. Le peuple ne comprenait pas la dette souveraine ou le déficit fiscal, mais il savait ce que c'était de ne pas pouvoir acheter du pain. Ce mélange fut mortel. Un État en faillite, des élites refusant de payer des impôts, une dette financée par plus de dettes, et un peuple affamé voyant son pouvoir d'achat s'effondrer. La monarchie était techniquement en faillite, bien qu'elle tentât de le dissimuler. La France ne pouvait plus emprunter à bas coût, car les banquiers avaient perdu confiance. Le système financier était insoutenable et ne survivait que par inertie. Quand en 1789 Louis XVI convoqua les États généraux pour tenter une dernière réforme fiscale et demander davantage de sacrifices au tiers-État, il provoqua une rébellion. Ceux qui payaient toujours comprirent qu'ils n'avaient plus rien à perdre.
La Révolution française ne débuta pas comme un idéal abstrait de liberté, mais comme une réponse brutale à un système financier corrompu jusqu'à la moelle. À la fin du XVIIIe siècle, la monarchie était insolvable selon les critères modernes. Plus de la moitié du budget annuel servait uniquement à payer les intérêts de la dette, sans ressources pour les infrastructures, l'éducation ou l'armée. L'État vivait hypothéqué et les capitaux fuyaient car personne ne croyait en sa capacité à rembourser. Le problème n'était pas seulement la dépense excessive, mais un système fiscal conçu pour protéger les privilèges. Alors que la noblesse entretenait châteaux, chasses et bals à Versailles sans contribuer, les paysans et les bourgeois supportaient le poids des impôts. Les tentatives de réforme montrèrent une impasse. Turgot voulait libéraliser l'économie et supprimer les privilèges fiscaux, mais fut renvoyé. Necker tenta de rendre les comptes publics transparents en exposant le déficit insoutenable, provoquant la panique chez les prêteurs, et fut limogé. Calonne proposa un impôt universel touchant nobles et clergés, mais l'aristocratie bloqua la réforme. Au lieu de progresser, l'État s'embourbait dans la toile de ses propres élites. La France était en faillite technique. Lorsqu'un État ne peut plus lever suffisamment d'impôts ni emprunter, il devient un géant paralysé. En 1788, le Trésor cessa de verser régulièrement les salaires aux fonctionnaires et aux soldats, provoquant retard et rupture d'approvisionnement. Le royaume le plus puissant d'Europe était littéralement au bord du défaut de paiement. Ce qui est fascinant, c'est comment cette dynamique économique a déclenché un bouleversement politique. Louis XVI n'était ni un réformateur, ni un tyran sanguinaire, mais un roi piégé dans une situation qu'il ne comprenait pas entièrement. Il convoqua les États généraux en 1789 comme dernier recours pour légitimer de nouvelles réformes fiscales. Il voulait que le tiers-État accepte de payer plus d'impôts, mais il provoqua sa révolte. Le tiers-État se déclara Assemblée nationale et revendiqua la souveraineté. Ce fut un tournant historique. La faillite fiscale engendra un nouveau pouvoir politique. Dans ce sens, la Révolution française fut un soulèvement contre la dette. Non pas contre l'idée abstraite de dette, mais contre un système où quelques-uns jouissaient de privilèges pendant que la majorité payait avec la faim. L'inflation, expliquée dans ce contexte, se manifestait dans le prix du pain. Entre 1788 et 1789, le coût du blé doublait. Pour un paysan ou un ouvrier urbain, cela signifiait que la moitié, voire plus, de son salaire partait pour acheter du pain. Et cela ne suffisait toujours pas. Faim en bas, luxe en haut, et un État réclamant toujours plus de sacrifices. C'était insoutenable. Ce qui explosa à Paris en 1789 fut l'aboutissement inévitable d'un système financier à bout de souffle. Le déficit fiscal était le moteur secret de la guillotine. Les mêmes modèles que nous observons dans les crises contemporaines étaient déjà présents alors. Une dette croissante, des élites immunisées, un peuple exploité et une économie incapable de soutenir l'illusion. Le système financier de la France sous Louis XVI n'est pas si différent de celui d'un pays moderne qui dépense plus qu'il ne produit et feint de croire que la dette peut croître éternellement. La question qui surgit est limpide. Si la Révolution française est née de la faillite d'un État, quelles leçons le monde actuel, avec ses nations en déficit permanent, dettes, records et élites apparemment à l'abri du collapse, devrait-il en tirer? La Révolution française a démontré quelque chose qui reste vrai plus de 2 siècles plus tard. Les peuples ne se soulèvent pas seulement pour des idéaux,
Ils se soulèvent quand la faim et la dette les écrasent. La cause immédiate de 1789 n'a pas été un traité philosophique, mais la facture impayable d'un État en faillite. Quand les Français virent leur pain doublé de prix en quelques mois et constatèrent que leurs impôts ne servaient qu'à entretenir des nobles oisifs, ils comprirent que le système avait perdu toute légitimité. Et quand un système perd sa légitimité, sa chute ne se mesure plus en chiffres, mais en tête. Le parallèle avec le présent est troublant. Aujourd'hui, nous voyons des pays avec des déficits chroniques, des dettes dépassant la taille de leurs économies, et des élites vivant dans un autre univers. L'Argentine, en 2001, avec le fameux Corralito, est un exemple brutal. L'élite financière protégée, tandis que la population ne pouvait retirer ses économies. La Grèce en 2010, forcée de subir des coupes sévères dictées par des créanciers internationaux pour continuer à rembourser des dettes impossibles à honorer. La même dynamique, des chiffres qui ne tiennent pas, des peuples broyés et une élite qui refuse de payer le prix. Ce qui se produisit en France en 1789 fut l'équivalent d'un défaut avec des répercussions politiques. L'État ne pouvait plus entretenir la supercherie, et lorsqu'il tenta d'imposer un nouvel ajustement au peuple, le peuple répondit par la révolution. Les Français ne parlaient pas de finances personnelles, ni de planification patrimoniale, mais au fond, le problème était là. Ils ne pouvaient rien planifier parce qu'ils vivaient dans un système conçu pour appauvrir la majorité au profit d'une minorité. C'est le même piège que l'on voit lorsque l'on socialise les pertes, mais privatise les gains, quand on promet la liberté financière tout en perpétuant un modèle de dépendance. Le capitalisme, vu depuis cette époque, révèle un schéma répétitif. La dette comme produit incapable de ne pas croître. En 1789, la France finança sa chute avec davantage de dettes. Exactement comme de nombreux pays aujourd'hui. Les banquiers de l'époque savaient que le roi ne pourrait jamais rembourser, mais ils continuaient à prêter parce qu'ils obtenaient privilèges et rentes. C'est le même mécanisme qui soutient aujourd'hui des banques sauvées par des États déjà en crise. Les noms changent, la ruse demeure identique. La leçon est limpide, la dette est toujours un instrument de pouvoir. Dans la France pré-révolutionnaire, elle permit aux élites de préserver leurs privilèges et de faire peser le coup sur le peuple. Aujourd'hui, la dette souveraine sert d'outil pour discipliner les gouvernements et imposer des politiques qui favorisent quelques-uns. Quand tu entends parler de déficit fiscal, d'inflation décrite comme phénomène global ou d'ajustement inévitable, pense à 1789. Ce scénario a déjà été joué. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que, comme à cette époque, le danger véritable ne réside pas dans la dette elle-même, mais dans la perte de confiance. La France s'effondra parce que ses créanciers ne croyaient plus à la solvabilité de l'État. Aujourd'hui, si le monde cesse de croire que la dette d'un pays est soutenable, l'effondrement est instantané. Le problème, c'est que les élites pensent pouvoir continuer à jouer avec le feu indéfiniment. Mais l'histoire ne se répète pas. Si on ne la comprend pas, elle nous écrase quand même. La Révolution française ne fut pas seulement une explosion de liberté, ce fut la conséquence d'un système financier pourri qui avait trop pressé ceux d'en bas. Quand un État vit d'une dette perpétuelle, quand les élites se protègent pendant que le peuple souffre de la faim, l'issue est toujours violente. La guillotine n'était pas seulement un symbole politique, elle fut la facture finale d'un modèle insoutenable. Ceux qui ignorent l'histoire
finissent toujours par payer la facture. Si tu ne veux pas en être un, abonnez-vous à la chaîne.